Aujourd'hui, vous allez découvrir la plus grande opération militaire de l'histoire, notre série sur l'opération Barbarossa, présentée comme un seul documentaire. En 1924 condamné pour avoir tenté un coup d'État en Allemagne, Adolf Hitler se trouvait incarcéré à la prison de Landsberg, en Bavière. Durant cette période, il s'est consacré à écrire un livre réunissant toutes ses idées politiques et traduisant la pensée du national-socialisme. Le livre serait publié l'année suivante sous le titre Mein Kampf ou Mon combat et deviendrait un best-seller traduit en plusieurs langues. Parmi les idées les plus controversées qu'Adolf Hitler a exposées dans son livre, il y avait le concept selon lequel l'Allemagne se trouvait à l'étroit, et que le peuple allemand avait besoin de plus de terres pour étendre sa production agricole et ses colonies. Il a appelé cet espace Lebensraum, ou espace vital, terme proposé par Adolf Hitler. Il se trouvait en Europe de l'Est, en particulier dans les vastes champs agricoles de l'Ukraine, au sud de l'Union soviétique. En qualifiant les peuples slaves de sous-humains et le communisme d'ennemis naturels du national-socialisme. Hitler proposa dans son livre la formation de la Grande Allemagne sur ces territoires en utilisant comme justification l'Ostsiedlung, le mouvement de migration des peuples allemands vers l'Europe de l'Est au cours du Moyen Âge. En prenant le pouvoir en Allemagne en 1933, Hitler a commencé à mettre en œuvre des politiques ouvertement antagonistes au régime soviétique, notamment avec le pacte anti-Comintern de 1936 signé par le Japon et le Troisième Reich, à des mesures de protection contre l'action de l'internationale communiste. Cependant, avec les tensions autour de la question polonaise qui s'intensifiaient en 1939, le gouvernement allemand s'est retrouvé isolé par les garanties franco-britanniques données à la Pologne et a dû chercher un rapprochement avec l'Union soviétique. En août, le ministre allemand des Affaires étrangères, Joachim von Ribbentrop, a lancé une offensive diplomatique pour conclure un pacte de non-agression avec les soviétiques, qui permettrait à l'Allemagne d'agir librement contre la Pologne. Le dictateur soviétique Iosif Staline a vu dans cette opportunité le moyen idéal de rétablir sa domination sur les territoires russes perdus pendant la révolution de 1917 et il a autorisé son ministre des Affaires étrangères, Vyacheslav Molotov, à signer avec Ribbentrop un pacte de non-agression. Celui-ci incluait un protocole secret de partage de l'Europe de l'Est. En zone d'influence allemande et soviétique, le document divisait la Pologne entre les deux puissances, plaçait la Finlande, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie dans la sphère soviétique, ainsi que la province roumaine de Bessarabie. L'Allemagne et l'Union soviétique s'engagèrent à résoudre ensemble la question polonaise et à se communiquer préalablement toute action dans cette zone d'intérêt partagée. L'Allemagne a envahi la Pologne le 1er septembre, suivi par l'Union soviétique 17 jours plus tard. La Pologne s'est rendue le 6 octobre, étant déchirée entre les deux puissances et, officiellement, cessant d'exister. Cependant, la détermination britannique à poursuivre la guerre contre l'Allemagne signifiait que Hitler était désormais coupé de la plupart de ses partenaires commerciaux par la mer. Les relations entre Berlin et l'Union soviétique ont évolué dans les mois suivants, culminant dans l'accord commercial germano-soviétique du 11 février 1940 dans lequel les Allemands s'engageaient à exporter aux Soviétiques du matériel militaire de haute technologie, en échange de millions de tonnes de matières premières comme le pétrole et de céréales comme le blé, contournant ainsi le blocus naval imposé par la marine britannique. Pendant ce temps, les difficultés soviétiques face à la résistance déterminée des Finlandais lors de la guerre d'hiver ont profondément impressionné le commandement militaire allemand, qui a interprété ces faits comme un signe clair de la fragilité militaire de l'armée rouge. Mais à ce moment-là, l'attention allemande était tournée bien loin de là. Le 10 mai 1940, la Wehrmacht a lancé sa grande offensive contre l'Europe occidentale, envahissant simultanément les Pays-Bas, la Belgique et la France. Et dans les semaines suivantes, elle a remporté une victoire éclatante contre les Français, isolant également le corps expéditionnaire britannique qui a été contraint d'évacuer le continent. Pendant la phase finale de la campagne de France, Moscou a décidé de profiter du moment de déséquilibre dans l'équilibre des pouvoirs en Europe. Et elle a envoyé un ultimatum à la Lituanie le 14 juin, la menaçant d'invasion si elle ne permettait pas l'entrée des troupes soviétiques sur son territoire. Et sous la menace, le pays a été occupé le lendemain.
La même chose s'est produite avec l'Estonie et la Lettonie le 16 juin et en août, les trois pays ont été annexés à l'Union soviétique. À la grande surprise de Staline, qui s'attendait à une guerre longue et épuisante entre les puissances européennes, la France a signé sa reddition devant Hitler le 22 juin, faisant virtuellement de l'Allemagne la maîtresse absolue de l'Europe continentale. Mais la chute soudaine de la France lui a également permis de mettre en œuvre une nouvelle expansion territoriale. La France était garante de l'intégrité territoriale de la Roumanie, riche nation du sud-est de l'Europe, mais sa reddition avait rendu cette protection nulle. Ainsi, le 14 juin, Molotov a informé Ribbentrop que Moscou allait poursuivre ses plans d'annexion des provinces roumaines de la Bessarabie et de la Bucovine. Ribbentrop lui a répondu en questionnant le sort de la population allemande de Bessarabie, et en soulignant que la Bucovine ne se trouvait pas dans la zone d'influence soviétique, ce qui constituait une violation du traité de non-agression. 2 jours plus tard, les soviétiques ont envoyé un ultimatum au gouvernement roumain, et Bucarest a répondu en mobilisant son armée pour résister. Cependant, le 28 juin, après avoir été conseillé par des diplomates allemands et italiens, le gouvernement roumain a décidé de céder et d'évacuer les provinces, qui ont été occupées par l'armée rouge. Dans les jours suivants, l'occupation non négociée de la Bucovine a poussé Hitler à accroître sa méfiance envers Staline. Et en juillet, il a autorisé le haut commandement allemand à commencer à élaborer des plans pour une éventuelle invasion de l'Union soviétique, qui a été baptisée Opération Otto et placée sous la responsabilité du général Erich Marx. La perte de territoire pétarangui par la Roumanie a déstabilisé le gouvernement de Bucarest. Le 6 septembre, le maréchal Ion Antonescu est arrivé au pouvoir, qui a immédiatement cherché l'aide de Hitler contre les soviétiques. Et il a autorisé l'entrée des troupes allemandes dans le pays en octobre. Hitler a rapidement répondu à l'appel d'Antonescu, dans le but d'assurer à l'Allemagne les puits de pétrole de Ploiesti, les plus grands d'Europe. D'autre part, entre-temps, des tentatives étaient en cours pour entraîner l'Union soviétique dans le pacte tripartite, qui avait été signé par l'Allemagne, l'Italie et le Japon le 27 septembre dans l'idée de former un seul bloc eurasiatique antagoniste à l'Empire britannique, après des négociations menées par l'ambassadeur allemand Friedrich von der Schulenburg à Moscou. En octobre, Staline a demandé à Ribbentrop que Molotov se rende à Berlin pour discuter des conditions d'adhésion au pacte. Ribbentrop lui a répondu par l'affirmative en disant « D'après le Führer, cette mission historique concerne les 4 puissances, Union soviétique, Italie, Japon et Allemagne, adopter une politique à long terme pour orienter le développement de leur peuple dans la bonne direction, en délimitant leurs intérêts à l'échelle mondiale. » Le 12 novembre, Vyacheslav Molotov est arrivé à Berlin, accueilli par une fanfare qui jouait l'Internationale, l'hymne soviétique, qui avait été interdit en Allemagne depuis 1933. Lors d'une réunion avec Ribbentrop et Hitler, Molotov a entendu que le Troisième Reich ne s'opposerait pas à l'Union soviétique. Obtenir son port océanique tant rêvé dans des eaux chaudes en capturant le territoire de la Perse et du Pakistan. Cependant, la sortie maritime souhaitée par Staline était bien plus proche, en traversant les détroits turcs du Bosphore et des Dardanelles. Hitler s'est inquiété de la demande soviétique, car en donnant à la marine soviétique l'accès à la Méditerranée, il voyait tout le sud de l'Europe potentiellement menacé par Staline. Cependant, Molotov est allé plus loin. Staline voulait placer toute la Bulgarie sous domination soviétique en l'occupant militairement, comme dans les pays baltes. Cette fois, Hitler s'y est opposé. En occupant la Bulgarie, l'Union soviétique disposerait d'une base pour s'étendre dans les Balkans. Et même avec la pression de Staline pour une résolution dans des télégrammes constants, la situation ne s'est pas résolue. Finalement, Molotov a interrogé Hitler sur la raison pour laquelle les troupes allemandes avaient occupé la Finlande, et Hitler a dit que ces soldats étaient pas là seulement de passage vers la Norvège. Le dictateur allemand a alors retourné la question, demandant si l'Union soviétique pensait à nouveau à la guerre contre la Finlande, ce à quoi Molotov a répondu « Si nous nous sentons à nouveau menacés, nous serons capables de la liquider ». Sans avancer davantage dans les négociations, Molotov est retourné à Moscou et, le 25 novembre, il a présenté une contre-proposition pour signer le pacte tripartite avec 5 exigences. Les troupes allemandes quitteraient la Finlande en échange de la garantie de paix avec le pays et de la poursuite des exportations finlandaises vers l'Allemagne. Signature d'un pacte d'assistance mutuelle avec la Bulgarie,
permettant l'installation de bases soviétiques dans le pays. La principale avancée territoriale soviétique aurait lieu au sud de Bakou, où se trouvait la Perse. La renonciation du Japon à ses droits sur le nord de l'île de Sakhaline. L'opinion publique considérait le pacte d'assistance mutuelle bulgaro-soviétique comme une nécessité politique. Comme on l'a vu, 2 des 5 exigences de Staline concernaient la Bulgarie, un point sur lequel Hitler n'a pas voulu céder. Aucune réponse n'a jamais été donnée à cette proposition. À partir de ce moment-là, les relations entre l'Allemagne et l'Union soviétique ne feraient qu'empirer. Le 5 décembre, Hitler a reçu les plans d'invasion du pays, qui stipulait que l'objectif de l'opération devait être l'établissement de la ligne AA, le contrôle d'Arkhangelsk dans l'Arctique jusqu'à Astrakhan, à l'embouchure de la Volga sur la mer Caspienne, établissant ainsi une zone de sécurité définitive pour le territoire allemand. Mais il restait encore insatisfait du résultat. Le 18 décembre, il a émis la célèbre Führerbefehl 21, ou directive du Führer numéro 21, qui exigeait l'élaboration d'un nouveau plan de bataille. Baptisée Opération Barbarossa en hommage à l'empereur romain germanique Frédéric Barberousse, l'un des commandants de la Troisième Croisade au XIIe siècle. Dans le but d'éliminer l'Union soviétique lors d'une campagne rapide de quelques mois, Hitler déclara que ce serait une guerre d'extermination. Car aussi bien l'État communiste que la population locale devaient disparaître afin de laisser place au nouveau Lebensraum. Pour cela, secrètement, les secteurs du gouvernement à Berlin ont commencé à élaborer le General Plan OST, ou Plan général pour l'Est, qui établissait la méthodologie pour le nettoyage ethnique de tout le territoire conquis, avec la germanisation de certaines minorités, en expulsant vers l'Oural les peuples gouvernés par ce qu'il qualifiait de bolchevisme juif. Pendant ce temps, Staline déclara à ses généraux qu'à partir de ce moment, l'Union soviétique devait se préparer à une guerre imminente. Et au début de l'année suivante, il ordonna le plan de mobilisation de 1941 qui prévoyait la mise en place de 186 divisions, formant un premier échelon stratégique à la frontière occidentale du pays. En plus de celui-ci, il fut ordonné la formation d'un second échelon, avec 57 autres divisions dont l'existence était totalement inconnue des Allemands. Dès le début, la planification allemande supposait l'utilisation de 2 territoires étrangers comme base de départ pour leurs attaques, la Finlande et la Roumanie. Et dès décembre 1940, le général finlandais Paavo Talvela s'est rendu à Berlin pour rencontrer Franz Halder et Hermann Göring. Il devient ainsi le premier étranger informé des plans de Barbarossa. Pendant tout le premier semestre de 1941, les Finlandais ont élaboré leur plan offensif en coordination avec les Allemands, visant à récupérer leur territoire perdu au profit de l'Union soviétique. Lors de la guerre d'hiver, le haut degré de confiance que les Allemands accordaient aux Finlandais a pu être ressenti dans leur participation précoce au plan de Barbarossa. Étant donné que le prochain à être informé, Ioan Antonescu, n'a reçu l'avis que le 11 juin 1941, cependant, Antonescu a montré un enthousiasme extrême face à la nouvelle, mobilisant 2 armées roumaines entières en seulement 10 jours. Initialement prévue pour commencer le 15 mai, l'opération Barbarossa a finalement été retardée au 22 juin en raison du coup d'État pro-britannique inattendu en Yougoslavie qui a forcé les Allemands à envahir le pays en avril. Le dégel tardif de ce printemps-là a également laissé le sol détrempé en mai, empêchant la réalisation de grandes manœuvres militaires à la frontière soviétique avant juin. Les planificateurs militaires allemands ont analysé des exemples historiques, et ils ont conclu que l'armée rouge ne se replierait probablement pas à l'intérieur du pays en raison du coût élevé de la perte de ses régions occidentales. Celle-ci serait pas défendue quoi qu'il arrive. Par conséquent, toute l'opération était basée sur l'hypothèse que l'armée rouge devrait être détruite dans les premières semaines de combat. En désaccord avec beaucoup de ses généraux, Hitler ne considérait pas Moscou comme une cible prioritaire. Dès le début, il a privilégié la capture du bassin du Don en Ukraine à celle de la capitale soviétique, pour couper au plus vite l'approvisionnement alimentaire de l'ennemi. À la fin février 1941, environ 700 000 soldats allemands étaient déjà concentrés en Roumanie, et ce nombre allait augmenter de façon spectaculaire dans les mois suivants, de la côte roumaine de la mer Noire au nord de la Finlande. Au final, les effectifs de Hitler atteindraient pendant 3 millions de soldats allemands et 800 000 autres de ses alliés
faisant de Barbarossa la plus grande offensive militaire de l'histoire. De l'autre côté de la frontière, la mobilisation soviétique augmentait également à un rythme rapide. Et en juin, les soviétiques avaient déjà mobilisé 5,5 millions d'hommes. Ils disposaient encore d'une impressionnante réserve de 14 millions d'hommes, avec au moins une formation militaire de base. Grâce à son vaste réseau de renseignements à l'étranger, Staline a reçu des informations selon lesquelles le 22 juin serait la date du début de l'offensive allemande. Mais comme de nombreuses autres dates signalées s'étaient déjà révélées en fausses, il n'a pas accordé beaucoup d'importance à cette information. L'historien russe Mikhail Melchorov affirme que la mobilisation soviétique indiquait la préparation de sa propre invasion de l'Europe, qui pourrait commencer le 15 juillet, lorsque 8 armées et tout leur soutien aérien auraient terminé leur mobilisation. Le général Georgi Djoukov, chef d'état-major de l'armée rouge, a remis à Staline un rapport le 15 mai disant « Selon notre service de renseignement, au total, l'Allemagne et ses alliés peuvent déployer jusqu'à 240 divisions contre nous. Étant donné que l'Allemagne a son armée entièrement mobilisée et de vastes zones à l'arrière, ils ont la capacité de se déployer facilement et de lancer une attaque surprise, pour éviter cela et vaincre leur armée. Je ne juge jamais prudent de céder l'initiative au commandement allemand. Nous devons devancer nos ennemis dans la planification et attaquer l'armée allemande au moment où elle se prépare, et elle n'aurait pas le temps d'organiser ses armes pour la défense. » Avec la mobilisation soviétique encore en cours, l'équilibre entre l'Axe et l'Union soviétique, le 22 juin 1941, s'est présenté ainsi, réparti. 128 contre 174 divisions, 36 000 contre 60 000 pièces d'artillerie, 3 700 contre 15 600 chars et 3 400 contre 17 000 avions. Le dispositif d'attaque allemand a été organisé en 4 grands commandements. À l'extrême nord, à l'intérieur du cercle polaire arctique. L'armée de Norvège, sous le commandement du général Nikolaus von Falkenhorst, avait la responsabilité de prendre le chemin de fer et le port de Mourmansk. Partant de la Prusse orientale se trouvait le groupe d'armées Nord, sous le commandement du maréchal Wilhelm Ritter von Lieb, qui devait avancer sur les républiques baltes et capturer Leningrad en coopération avec les forces finlandaises. En Pologne se trouvait le groupe d'armées Centre du maréchal Fedor von Bock, avec le plus grand soutien de blindés et d'aviation, qui devait avancer sur Smolensk, détruire l'essentiel de l'armée rouge et enfin capturer Moscou. Et au sud de la Pologne et en Roumanie se trouvait le groupe d'armées sud du maréchal Gerd von Rundstedt, qui, renforcé par les armées roumaines, devait avancer, capturer les plaines fertiles d'Ukraine, progresser vers la Volga et s'emparer des champs pétrolifères du Caucase. La première côtier, la deuxième et la quatrième Luftflotte, ou flotte aérienne, ont soutenu l'opération Barbarossa, une pour chaque groupe d'armées, représentant 65% de l'ensemble des effectifs aériens de la Luftwaffe disponibles à l'époque. À 13 h le 21 juin, les groupes d'armées ont reçu par radio de Berlin le mot de code Düsseldorf, indiquant que l'opération Barbarossa commencerait le lendemain, transmettant l'ordre à travers leur chaîne de commandement. À 21 h, un déserteur allemand nommé Alfred Liskov a traversé la rivière Bug à la nage, au nord de Lvov, et a informé les soviétiques que l'attaque commencerait à l'aube. Staline a été informé, et à 1 h du matin, le 22 juin, les commandements positionnés à la frontière occidentale ont reçu l'ordre de se préparer au combat, mais aussi d'éviter toute provocation. L'ordre était toujours en transmission dans la chaîne de commandement à 1 h 15 du matin. L'artillerie de la Wehrmacht a ouvert un vaste barrage de feu le long de toute la frontière soviétique, du nord au sud, lançant ainsi l'opération Barbarossa. Avec les garnisons frontalières perplexes, prises par surprise en ce dimanche matin, les 3 millions de soldats d'Hitler ont franchi la frontière orientale de l'Europe. Et ils ont posé le pied pour la première fois sur le sol de l'Union soviétique, ouvrant ainsi le plus grand et le plus intense front de bataille de l'histoire. L'aube du dimanche 22 juin 1941 paraissait être un simple début de semaine d'été paisible pour les moscovites, sauf pour le mouvement anormal observé à proximité du Kremlin et du commissariat à la défense de l'Union soviétique. Des foules encore confuses dans les rues se demandaient ce qui pouvait bien se passer.
Jusqu'à midi, la voix nerveuse du ministre des Affaires étrangères soviétique, Vyacheslav Molotov, commença à retentir à la radio et dans le système de haut-parleurs de la capitale. Aujourd'hui, à 4 heures du matin, des troupes allemandes ont envahi notre pays sans adresser aucune demande à l'Union soviétique et sans aucune déclaration de guerre. Ils ont attaqué nos frontières en de nombreux points et ont déjà soumis nos villes, Jitomir, Kiev, Sébastopol, Kaunas et d'autres, à de violents bombardements, lors desquels plus de 200 personnes ont déjà été tuées ou blessées. Le gouvernement appelle les citoyens de l'Union soviétique à s'unir autour de notre parti bolchevique, autour de notre gouvernement soviétique et autour de notre grand dirigeant, le camarade Staline. Notre cause est juste, l'ennemi sera vaincu, la victoire sera à nous. L'opération Barbarossa avait commencé cette nuit-là, avec une puissante avancée terrestre le long de la frontière soviétique qui a pris d'assaut les garnisons frontalières du pays. La Luftwaffe a décollé avec des milliers de bombardiers pour attaquer les concentrations de troupes, des dépôts de ravitaillement et des aérodromes près du front localisés lors de vols de reconnaissance. Avant l'invasion, des centres de commandement régionaux arrière ont aussi été attaqués grâce aux renseignements de dissidents soviétiques. L'offensive aérienne a été précise et dévastatrice, les pilotes allemands affirmant avoir détruit près de 500 appareils le premier jour de combat. Et ce nombre était passé à 3000 le 28 juin. Hermann Göring s'est méfié de cette ampleur de destruction et a ordonné un audit des débris sur les aérodromes capturés, ce qui a prouvé que les chiffres présentés par les pilotes étaient en réalité conservateurs. Car près de 2000 appareils avaient été détruits le premier jour, avec 4000 détruits dans les premières 72 heures. Une telle destruction a été possible parce que l'armée de l'air soviétique avait concentré ses appareils en rangées massives sur des aérodromes proches de la frontière, apparemment sans aucune préoccupation pour la dispersion des moyens. Cela a permis à la Luftwaffe d'obtenir une suprématie aérienne effective sur le champ de bataille dès les premiers jours des combats. Cela s'est fait au prix de lourdes pertes dans certaines unités. Le 5 juillet, le haut commandement allemand a signalé la perte de 30% de son aviation, engagée depuis le 22 juin 4 heures après le début de l'offensive allemande. Le haut commandement soviétique, désorienté, a émis à 7h15 du matin l'ordre qui autorisait enfin ses troupes à ouvrir le feu contre les Allemands. Mais 2 heures plus tard, à 9h15, ignorant encore la taille de la force ennemie, Staline ordonna une contre-attaque le long de toute la frontière. Cet ordre changea la situation des forces en première ligne qui tentaient individuellement de battre en retraite face aux Allemands. Un chaos total. Partant de la Prusse orientale, le groupe d'armées nord a franchi la frontière de la Lituanie, occupée par les soviétiques. Avec son avance menée par le 4e groupe Panzer du général Erich Ebner, qui a progressé de 80 km le premier jour. Cependant, le commandant du front du Nord-Ouest, le général Fyodor Kouznetsov, a reçu l'ordre de Staline et a immédiatement commencé à préparer une contre-attaque. Le lendemain, aux abords de l'Allemagne, les 3e et 12e corps mécanisés soviétiques, avec un total de 750 chars, ont contre-attaqué le 41e corps Panzer du général Georg Hans Reinhardt, dans une tentative de bloquer leur avance vers le nord. C'est à cette occasion que les Allemands ont eu leur premier contact avec une réalité choquante, le nouveau char T-34 dont ils ignoraient totalement l'existence. En même temps, Raseiniai fut la première rencontre des Allemands avec les chars lourds Klim-Voroshilov 1 et Klim-Voroshilov 2, qui ont incroyablement résisté à tous les tirs de leurs canons anti-chars, jusqu'à ce qu'ils soient à mi-hors de combat par des tirs effectués à seulement 50 mètres. Le 24 juin, l'un des Klim-Voroshilov 1 a résisté seul à l'avancée de la 6e division Panzer, la paralysant pendant 24 heures. L'équipage du blindé soviétique a détruit 5 canons anti-chars allemands, avant que leur véhicule ne soit touché à l'arrière par un canon de 88 mm qui a détruit son moteur. L'équipage a continué à résister en tirant à la mitrailleuse, mais les fantassins allemands se sont approchés et ont lancé des grenades par les trappes, éliminant tous les membres de l'équipage qui ont ensuite été retirés de l'intérieur et enterrés avec les honneurs militaires. La défaite soviétique subie à Raseiniai a été causée par l'impréparation de son commandement, qui a employé les blindés en petits groupes, les rendant facilement vulnérables aux armes anti-chars allemandes.
Et cette situation se répéterait sans cesse tout au long de l'opération Barbarossa. Presque toute la force blindée soviétique dans le nord a été anéantie lors de la bataille. Cela a permis aux Allemands d'avancer rapidement jusqu'à la Dwina, traversée par le 56e corps de Panzer du général Erich von Manstein. À contre-cœur, Manstein a alors dû arrêter son avance pour attendre l'arrivée des divisions d'infanterie qui étaient restées en arrière. Il n'a pu reprendre l'offensive que le 2 juillet. Les avant-gardes blindées ont alors affronté les défenses de la ligne Staline. Un réseau de fortifications à moitié achevé qui s'étendait le long de l'ancienne frontière soviétique de 1939. Ils l'ont percé le 8e jour. Et 6 jours plus tard, Manstein atteignit le lac Ilmen, sur la rive nord duquel passait la route reliant Leningrad à Moscou, tandis que le groupe d'armées nord avançait sur Leningrad. Les Finlandais avaient lancé leur offensive pour reprendre la Carélie le 10 juillet et, 6 jours plus tard, le 6e corps finlandais atteignit la rive nord du lac Ladoga, divisant la 7e armée soviétique en deux. Le 30 et 1 juillet, le 2e corps lança son offensive contre l'isthme de Carélie et captura la capitale régionale, Viipuri, le 23 août. Dans la région nord de la Finlande, l'armée de Norvège lança, le 29 juin, la phase offensive de l'opération Renard d'Argent. Avec le corps de montagne du général Édouard Dietl, ils attaquèrent les défenses soviétiques du port important de Mourmansk. Après avoir obtenu un succès initial, les troupes de montagne allemandes avancèrent jusqu'à la rivière Litsa, à mi-chemin de Mourmansk, où elles furent bloquées, blessant par la résistance ennemie et les difficultés du terrain. Plus au sud, au début juillet, le 36e corps d'armée allemand du général Hans Feige et le 3e corps finlandais du général Hjalmar Silasvuo. Ils attaquèrent le secteur de Sala dans le but d'atteindre Kantalahti et de couper la voie ferrée de Mourmansk, isolant ainsi le port arctique. Le corps allemand a rencontré une forte résistance ennemie et a gagné peu de terrain. Mais les troupes de Silasvuo ont eu plus de succès, parvenant à repousser les soviétiques et à capturer Kestenga le 7 août, se retrouvant à seulement 30 km du chemin de fer. Cependant, les soviétiques ont envoyé d'importants renforts dans le secteur, ce qui a effectivement stoppé la progression finlandaise. Pendant ce temps, dans le secteur sud, entre les marais de Pripyat et la mer Noire, le groupe d'armée sud a lancé son attaque le 22, seulement avec la pince nord, qui était séparée de la pince sud par 300 km à travers la chaîne des Carpates. Le premier groupe Panzer du général Ewald von Kleist menait l'avancée contre le front sud-ouest du général Mikhail Kirponos, qui reçut l'ordre de contre-attaquer pour détruire les Panzers qui avançaient déjà sous Dubno et Brody. L'énorme force blindée soviétique, composée de 3500 chars répartis en 8 divisions blindées, devait attaquer et détruire immédiatement les 750 chars de Kleist. Et le chef d'état-major de l'armée rouge, le général Georgi Djoukov, s'est envolé directement de Moscou vers le quartier général de Kirponos pour superviser l'opération. Kirponos a accueilli un Djoukov nerveux le 23 juin, lui rapportant la désorganisation des unités blindées et demandant 2 jours supplémentaires pour organiser ses forces avant l'attaque. Mais Djoukov fut catégorique, exigeant l'exécution immédiate de l'offensive. Ainsi, au début de la matinée du 24 juin, les chars soviétiques partirent à la rencontre des Allemands dans la région de Brody. Ils durent parcourir une longue distance jusqu'au lieu, ce qui entraîna la perte de plusieurs véhicules en raison de problèmes mécaniques, avant même de rencontrer l'ennemi. La bataille commença dans la matinée du 26. Avec seulement la moitié de la force soviétique attaquant conjointement le 3e et le 48e corps de Panzer, le 8e corps mécanisé soviétique, avec le plus grand nombre de chars lourds, il a réussi à repousser vers l'ouest de Brody la 16e division Panzer, isolant la 11e division Panzer du reste de la force blindée allemande. Mais le lendemain, avec l'arrivée de l'infanterie de la Wehrmacht, armée d'une grande quantité de canons anti-chars et des attaques concentrées des Stuka de la Luftwaffe, la force blindée soviétique a été décimée, avec la perte de 2700 chars au total. Le nombre de blindés engagés à la bataille de Brody a même dépassé celui de Prokhorovka en 1943, faisant d'elle la plus grande bataille de chars de l'histoire. Le reste de la force du front du sud-ouest, attiré par l'avancée de la 17e armée allemande, du général Karl Heinrich von Stepnagel, qui comptait dans ses rangs le corps motorisé hongrois.
et la force expéditionnaire slovaque. C'est alors que, le 2 juillet, la pince sud du groupe d'armées de Rundstedt a attaqué, avec la 11e armée allemande du général Eugen Ritter von Schubert, et deux armées roumaines repoussant le front sud et capturant toute la Moldavie soviétique. Pendant que ce mouvement avait lieu, le premier groupe de panzer a percé en direction de Kiev, mais soudainement il s'est tourné vers le sud, provoquant la panique à l'arrière des soviétiques, qui soudainement s'est retrouvé menacé d'encerclement, avançant par le nord-ouest. La 6e armée allemande, du maréchal de camp Walter von Reichenau, a maintenu la pression sur les trois armées soviétiques, jusqu'à ce que la 16e division Panzer a réussi à les encercler autour de la ville d'Uman. Le 2 août a réussi, ce qui a entraîné la capture de 100 000 soldats ennemis dans les jours suivants. Après un tel désastre, les soviétiques ont évacué l'ouest de l'Ukraine, après avoir établi de nouvelles positions défensives le long du fleuve Dniepr. Cependant, ils ont laissé une résistance protégeant le port d'Odessa, probablement dirigée par les Roumains. Le groupe d'armées sud a alors occupé des positions le long du Dniepr, se préparant à le traverser. Et à ce moment-là, il a reçu le renfort du corps expéditionnaire italien envoyé sur le front de l'Est par Mussolini en compensation de l'envoi de l'Africa Corps en Afrique du Nord. La nouvelle unité, composée de 3 divisions d'infanterie, dont une motorisée, a été placée sous le commandement du général Giovanni Messi. Hélas a été rattachée au 11e, la première armée opérant à l'extrême sud du front. Pendant ce temps, les Allemands avertent au nord-ouest la capitale, Kiev, encore aux mains des Soviétiques, avec les dernières grandes formations ennemies dans la région au nord de la ville. À ce moment-là, les forces de Rundstedt étaient redispersées le long d'un vaste front, manquant de la concentration de puissance nécessaire pour prendre Kiev d'un seul coup. Déjà dans la partie centrale du front, dès le premier jour des combats, le groupe d'armées, centre du maréchal de Krakow Fedor von Bock, fort d'1 million d'hommes, a traversé la rivière Bug et est entré lourdement armé en territoire soviétique. Le 3e groupe Panzer du général Hermann Roth, venant du sud de la Prusse orientale, et le 2e groupe Panzer du général Heinz Guderian, à l'est de Varsovie, dépassant la forteresse de Brest. Le premier jour des combats, Ross a dirigé ses chars vers la capitale lituanienne, Vilnius, tandis que Guderian a avancé directement sur Minsk. Le commandant du front occidental soviétique, le général Dmitri Pavlov, a ordonné une contre-attaque pour détruire le 3e groupe Panzer en direction de Grodno. Mais ces blindés sont arrivés en retard car Roth avait déjà dépassé l'endroit, atteignant Vilnius à la fin de l'après-midi du 23 juin. La marche précipitée des chars de Roth ces jours-là a été rapportée par Otto Carius, alors chargeur d'un Panzer 38T du 39e corps Panzer. Nos ordres étaient d'avancer sans cesse, jour et nuit, sans pause. L'impossible était exigé des conducteurs. En peu de temps, même moi je m'asseyais sur le siège du conducteur pour soulager notre camarade épuisé pendant quelques heures. Si seulement il n'y avait pas cette poussière insupportable. Nous couvrions notre nez et notre bouche avec des tissus pour respirer dans ces nuages de poussière sur les routes. Depuis longtemps, nous laissions déjà les petites trappes blindées des écoutilles ouvertes, pour que, au moins, nous puissions voir quelque chose. Comme de la farine, la fine poussière s'infiltrait partout. Nos vêtements trempés de sueur collaient à nos corps, et une épaisse couche de poussière nous couvrait de la tête aux pieds. Avec à boire, cela aurait été supportable, mais ce n'était pas le cas. Boire était contre les ordres, car les puits pouvaient être empoisonnés. Nous sortions des chars lors des arrêts à la recherche d'une flaque d'eau. Nous écartions la couche de mousse avec les mains et plongions notre visage dedans. C'est ce qui nous a permis de continuer. Les panzers de Roth et Guderian se sont retrouvés à l'est de Minsk, le 27 juin. Et, le lendemain, les divisions d'infanterie allemandes ont encerclé de nombreuses formations soviétiques dans 2 énormes poches, à Bialystok et à l'ouest de Minsk. Cela a entraîné la perte de 400 000 hommes, entre morts et blessés. Pour un tel désastre, Staline a limogé Pavlov, qui a été jugé et exécuté par le commissariat du peuple aux affaires intérieures le 22 juillet, ainsi que d'autres officiers de son état-major. Le 29 juin, le haut commandement allemand a ordonné à Bock d'arrêter ses groupes de panzer afin de permettre à l'infanterie de les rejoindre. Mais, furieux de cette décision, Guderian a décidé de continuer à avancer vers Smolensk de sa propre initiative. Comptant sur le soutien tacite de Bock, qui a rapporté le mouvement du 2e groupe de panzer comme une reconnaissance en force. Le 1er juillet, Bock a donné l'ordre de reprendre l'avancée des chars le matin du 3.
Mais il a été réprimandé par le maréchal Walter von Brauchitsch, commandant de l'armée, qui lui a ordonné d'attendre l'arrivée de l'infanterie. Bock ne s'est pas avoué vaincu et a maintenu son ordre précédent, allant même jusqu'à autoriser officieusement Roth et Guderian à commencer l'avancée dès le 2. Une tempête d'été a ralenti l'avancée des Panzers et, le 6, les Soviétiques ont lancé une contre-attaque contre le 3e groupe Panzer. Cela a mené à 5 jours de combats acharnés, au cours desquels Roth, avec l'aide précieuse des Stukas, a réussi à détruire près de la moitié de la force de 2000 blindés ennemis. Guderian a traversé le Dniepr et avancé vers Smolensk par le sud, tandis que Roth, après avoir repoussé la contre-attaque, s'est approché par le nord, enfermant dans une poche dans la ville plus de 350 000 soldats soviétiques, y compris le lieutenant Yakov Djougashvili, le fils aîné de Staline. Yakov servait dans le régiment d'artillerie de la 14e division de chars. Et, ayant ordonné que les soldats soviétiques ne devaient pas se rendre, Staline fut furieux de ce fait. Même avec ce succès supplémentaire, à travers des brèches dans l'encerclement de Smolensk, environ 50 000 soldats soviétiques ont réussi à s'échapper, avant que le blocus ne soit finalement consolidé le 7 août. Après un mois de combat, Hitler et son haut commandement avaient compris que l'armée rouge était bien plus nombreuse qu'ils ne l'avaient estimé, et que les grandes batailles d'encerclement avaient permis à de nombreux ennemis de s'échapper pour continuer le combat. Les avancées majeures ont aussi causé de gros problèmes logistiques, car la difficulté allemande, avec la disponibilité limitée de transports motorisés en grand nombre, les a rendus fortement dépendants du transport hippomobile, ce qui a provoqué des retards dans l'approvisionnement du front. De plus, les 2 groupes de panzer de Bock avaient fait avancer le groupe d'armées centre beaucoup plus loin que le nord et le sud, ce qui exposait imprudemment leurs flancs à une éventuelle contre-attaque soviétique. De cette manière, le 12 août, Adolf Hitler prit la décision de détourner les groupes de panzer de Bock pour aider Leib et Rundstedt, consolidant ainsi les flancs de l'avancée centrale. Roth irait vers le nord pour aider à la prise de Leningrad et Guderian irait vers le sud pour aider à l'encerclement des forces ennemies au nord de Kiev. De nombreux généraux allemands se sont opposés à cette idée, notamment Franz Haller, le chef d'état-major de l'armée, qui, le 18, a présenté une étude stratégique détaillée exposant les raisons de donner la priorité à la prise de Moscou, soulignant que la ville était le plus grand carrefour logistique de l'Union soviétique et son principal centre industriel d'armement, et que sa capture résonnerait comme un coup psychologique dur pour l'ennemi. Adolf Hitler a rejeté l'étude, arguant que sa directive 21 privilégiait déjà la prise de l'Ukraine sur Moscou, disant qu'il autoriserait la reprise de l'offensive contre la capitale. Dès que les groupes Panzer auraient terminé leur mission au nord et au sud, il enverrait aussi le 4e groupe Panzer en renfort pour l'offensive de Fedor von Bock contre la ville. Le 23 août, Heinz Guderian a rencontré Adolf Hitler pour tenter de renverser la décision une dernière fois. Mais le Führer est resté inflexible, arguant que la prise de l'Ukraine avait plus de valeur que celle de Moscou, car il prévoyait déjà une campagne plus longue que ce qui avait été estimé au départ. Et à ce moment-là, priver l'ennemi de sa principale source de nourriture serait essentiel pour assurer la victoire finale. De cette manière, Heinz Guderian a pris un avion et est retourné à son groupe de Panzer, ordonnant un virage vers le sud, laissant Moscou sur son flanc gauche, contemplant l'horizon qui marquait les derniers 400 km jusqu'à la capitale ennemie, tout en avançant avec ses chars vers les plaines d'Ukraine. Lorsque l'ouverture des hostilités entre l'Allemagne et l'Union soviétique fut annoncée au Premier ministre britannique Winston Churchill dans son bureau à Londres, il ordonna immédiatement la préparation d'un discours pour l'ensemble de l'Empire britannique, où il saluerait ses nouveaux alliés soviétiques dans la lutte contre le Troisième Reich. Après avoir congédié ses conseillers pour qu'ils commencent le travail, Churchill resta seul avec son secrétaire personnel, Sir John Colville, qui demanda discrètement au Premier ministre comment ses ordres s'accordaient avec sa célèbre et historique rhétorique anticommuniste. Churchill répondit « John, si Hitler envahissait l'enfer, j'accorderais au moins une mention favorable du diable au Parlement. » Dans les jours suivants, un intense échange diplomatique eut lieu entre les deux pays, dont les relations étaient empreintes de mépris depuis le début de la guerre. L'émergence des nouveaux événements a complètement changé ce scénario.
Le matin du 12 juillet, l'ambassadeur britannique à Moscou, Sir Stafford Cripps, s'est rendu au Kremlin pour rencontrer Staline. Et là, il a signé l'accord anglo-soviétique, dans lequel les deux puissances s'engageaient à coordonner leurs efforts dans la lutte contre l'Allemagne nazie. À partir de cet accord, la Grande-Bretagne a mis en place un système de convois pour approvisionner l'Union soviétique en matériel de guerre. En utilisant le port arctique d'Arkhangelsk, puisque Mourmansk était menacé de conquête par l'armée allemande. Le premier de ces convois a quitté l'Islande le 21 août, accostant à Arkhangelsk 10 jours plus tard, livrant la première d'une série de cargaisons de plus en plus importantes pour l'armée rouge. Simultanément, les Britanniques et les Soviétiques ont envahi la Perse le 25 août, déposant le Shah Reza Pahlavi et ouvrant une seconde route d'approvisionnement par l'Asie centrale. Les fournitures pour l'armée rouge allaient connaître une augmentation drastique à partir du 1er octobre. Lorsque le président américain Franklin Roosevelt a approuvé l'entrée de l'Union soviétique dans le programme pré-bail, le début de cette relation entre les États-Unis, encore officiellement neutre, et l'Union soviétique, n'a pas tardé à affecter directement le déroulement des opérations de guerre de l'Axe contre Moscou. Le 30 octobre, l'armée finlandaise avait relancé son offensive contre Kanthalahti afin de couper la voie ferrée de Mourmansk et d'isoler le port arctique. Mais Washington a exercé une forte pression diplomatique sur la Finlande pour qu'elle ne gêne pas son programme d'approvisionnement. Et le haut commandement finlandais s'est vu contraint d'ordonner la fin de toutes ces offensives le 17 novembre. À partir de ce moment-là, ils sont passés en mode défensif. Sans la participation offensive de la Finlande dans la guerre, le contingent allemand réduit sur le front arctique a perdu la capacité d'avancer. Et tout le secteur a été paralysé avec des opérations se poursuivant uniquement à la frontière sud du pays. Dans cette région, au début du mois d'août, le groupe d'armées nord avait été bloqué par une ligne défensive rapidement érigée le long de la rivière Louga. Et le 8 août, l'offensive allemande a repris avec le 41e corps de Panzer avançant sur Kingsab, un carrefour qui contrôlait la route vers Leningrad. En même temps, la 16e armée du général Ernst Busch a avancé sur Novgorod, au nord du lac Ilmen, lançant un mouvement de tenaille pour couper la majeure partie des troupes soviétiques. Défense de la ligne à Louga. Avec l'aide précieuse des Stuka du Sturzkampfgeschwader, deux commandés par Wolfram von Richthofen, Busch réussit à s'emparer de Novgorod le 16 août, après une dure bataille pour la ville. Et le 20, la 21e division d'infanterie conquit Tchoudovo, coupant là la voie ferrée qui reliait Leningrad à Moscou. Dans la pince nord de l'avancée, Kingsab fut prise le 17 août, ouvrant une grande brèche dans la ligne défensive soviétique, ce qui permit l'avancée en direction de Krasnogvardeysk, ce qui mit toutes les forces à Luga, sous la menace directe d'un encerclement. De cette manière, le front soviétique fut démantelé et une retraite désespérée fut ordonnée. Mais le 22, l'encerclement fut achevé et 20 000 soldats soviétiques furent capturés dans la poche de Luga. Pendant ce temps, les soviétiques tentèrent une contre-attaque à Staraya Russa, au sud du lac Ilmen, le 12 août. Mais le maréchal Leib renforça le secteur avec la 3e division SS Totenkopf du SS Gruppenführer Theodor Eicke, qui avec d'autres unités réussit à contenir l'attaque le 25. Dans le nord de l'Estonie, après un siège de plusieurs semaines, la capitale Tallinn fut finalement capturée par les Allemands le 28 août, forçant la marine soviétique à évacuer la ville et à se replier sur Kronstadt, son dernier port restant dans la Baltique. Avec son arrière enfin sécurisé, le maréchal Leib pouvait désormais se concentrer sur l'avancée directe contre Leningrad. Et pour cette offensive, il reçut le renfort du 3e groupe Panzer de Hermann Hoth, qui avait été détourné là depuis le groupe d'armées centre. Le 1er septembre, le 39e corps Panzer du général Rudolf Schmidt captura la dernière voie ferrée reliant Leningrad au reste du pays. Et le 8 de ce mois-là, il atteignit Schlisselbourg, sur la rive sud du lac Ladoga, coupant définitivement tous les accès terrestres à la ville. À l'ouest de là, le 7, le 41e corps Panzer atteignit la côte de la Baltique et isola une zone côtière de 65 km de long, qui devint connue sous le nom de tête de pont d'Oranienbaum, dans laquelle l'armée rouge résista courageusement à toutes les tentatives d'anéantissement, constituant là une véritable forteresse.
Le 14 septembre, Staline limogea le maréchal dépassé Kliment Voroshilov, commandant des défenses de l'élément de Leningrad, et le remplaça par le général Georgi Joukov, qui commença rapidement à réorganiser ses forces pour résister à l'avancée ennemie dans la ville. Ce même jour, Adolf Hitler décida de modifier ses plans pour Leningrad, prévoyant une bataille urbaine coûteuse pour la métropole. Il décida que l'armée devait isoler entièrement la ville et la forcer à se rendre par la faim. Les Allemands continuèrent de resserrer le périmètre défensif de la ville, jusqu'au 21 septembre, lorsque l'offensive fut finalement arrêtée. De vastes attaques aériennes furent menées d'or contre la ville et la base navale de Kronstadt, causant de lourds dégâts. On peut notamment citer le naufrage du cuirassé Maha par le lieutenant Hans-Ulrich Hudel, le 23 septembre, dans le secteur d'opération du groupe d'armée sud. Le deuxième groupe de Panzer, dirigé par Heinz Guderian, est entré en Ukraine le 25 août. Sans grande opposition, il a poursuivi vers Romny, à 200 km à l'est de Kiev, plaçant tout l'immense contingent du front sud-ouest du maréchal Semyon-Boudienny en alerte face à une manœuvre d'encerclement. Même averti du danger, Staline a interdit l'évacuation du secteur, car cela signifierait livrer Kiev sur un plateau aux Allemands. Staline espérait lancer sa propre contre-attaque pour isoler Guderian par l'arrière. Mais le désastre s'est produit le 12 septembre, lorsque le premier groupe Panzer de Kleist a traversé le fleuve Dniepr à Kremenchuk, accélérant vers le nord pour rejoindre Guderian. Les groupes Panzer se sont rencontrés à l'Officia le 16 septembre, bouclant ce qui allait devenir le plus grand encerclement de l'histoire militaire mondiale. Le lendemain, Moscou a donné l'ordre d'évacuer Kiev. Mais il était déjà trop tard, et à l'intérieur de la poche, 665 000 hommes furent encerclés. Staline a ordonné que Guderian soit évacué de l'encerclement. Et, sans commandement ni réserve mobile, les troupes assiégées n'avaient aucune possibilité réaliste de s'évader. Dans les jours suivants, l'infanterie des 6e et 17e armées allemandes est arrivée et a commencé à exercer une pression sur la poche, bien qu'ils aient rencontré une résistance déterminée de la part des fantassins soviétiques. Reichenau a ordonné un lourd bombardement d'artillerie sur Kiev pour anéantir la résistance dans la ville, démolissant une grande partie des bâtiments au passage. La ville s'est rendue le 19 septembre, mais la résistance à l'intérieur de la poche a continué pendant une semaine supplémentaire. Le 26 septembre, les troupes encerclées se sont rendues, l'armée rouge ayant subi 700 000 pertes lors de cette bataille. Une telle catastrophe a éliminé l'immense majorité des forces soviétiques défendant l'Ukraine. Et dans les jours suivants, le groupe d'armées sud a pu traverser le Dnipr en plusieurs points et commencer la conquête du riche bassin du Donetsk, l'un des plus grands centres industriels soviétiques. Avec l'élimination de la poche de Kiev, les groupes Panzer de Kleist et Guderian ont été renommés Armée Panzer. Le 6 octobre, Guderian est retourné vers le nord et Kleist a percé avec ses chars en direction du sud-est pour atteindre la côte de la mer d'Azov. Le commandant de la 11e armée, le général Eugen Ritter von Schubert, était décédé dans un accident d'avion le 12 septembre. Il a été remplacé à ce poste par le général Erich von Manstein, qui peu de temps après son arrivée a reçu la tâche de conquérir la péninsule de Crimée. Cependant, avant cela, en coordination avec Kleist, Manstein a participé à l'élimination de 2 armées soviétiques qui défendaient le secteur de Mélitopol, les encerclant le 10e jour, fermant une nouvelle poche qui a abouti à plus de 100 000 prisonniers. À partir de là, Kleist a suivi le littoral dans le but de capturer Rostov, une ville considérée comme la porte du Caucase. En même temps, Manstein s'est préparé à affronter les défenses soviétiques de l'isthme de Perekop, qui ne faisait que 8 km de large, donnant accès à la Crimée. Le commandement soviétique, voyant la Crimée isolée, a évacué le port d'Odessa dans la nuit du 14 octobre, transférant sa garnison vers le port de Sébastopol, la plus grande base navale soviétique de la mer Noire. Face au défi de Perekop, le 18 octobre, Manstein a lancé une attaque frontale, avec 2 divisions d'infanterie soutenues par une concentration massive d'artillerie, qui, en 5 jours de combats acharnés, a réussi à percer les défenses des Soviétiques sur 15 km de profondeur et a forcé son entrée en Crimée, occupant ensuite toute la péninsule et capturant 100 000 prisonniers supplémentaires. Seul le port de Sébastopol continua à résister, repoussant toutes les tentatives d'invasion allemande.
Le 20 octobre, le 3e régiment Bersaglieri du corps expéditionnaire italien a capturé l'important centre industriel de Stalino. Et 4 jours plus tard, après de durs combats urbains, les Allemands se sont emparés de Kharkov, ayant occupé une vaste zone et affronté une résistance ennemie continue. Le groupe d'armées sud était à bout de force, mais il reçut l'ordre de poursuivre l'avance à travers la Meuse pour atteindre le Caucase. Même sous les protestations continues de Kleist, qui alertait sur l'épuisement de ses troupes. Eh bien, lorsque les températures commençaient à chuter brusquement. À la fin septembre, le maréchal Bock, commandant du groupe d'armées centre, célébrait le retour de ces 2 groupes Panzer, recevant également le renfort du 4e groupe Panzer, qui appartenait à l'origine au maréchal Laïb. Désormais, avec près de 2 millions d'hommes sous son commandement, Bock planifia une attaque contre Moscou sous la forme d'un double encerclement. Avec le 3e groupe Panzer de Roth attaquant par le nord, le 4e groupe Panzer de Eppner attaquant par le centre et le 2e groupe Panzer de Guderian attaquant par le sud, l'attaque tant attendue contre Moscou, nom de code Opération Typhon, fut finalement lancée le 30 septembre avec Guderian effectuant un virage soudain vers le nord-est et prenant Briansk et Orel le 6 octobre. Encerclant 3 armées soviétiques à Briansk. Le lendemain, les avant-gardes blindées de Roth et Eppner se sont rencontrées à l'est de Vyazma, encerclant cette fois pas moins de 5 armées soviétiques à l'ouest de la ville. Et dans les 2 encerclements, un total de 675 000 hommes ont été capturés, réduisant soudainement de moitié la force de l'armée rouge défendant la capitale. C'est alors qu'à Berlin, Otto Dietrich, secrétaire de presse du gouvernement, a convoqué des correspondants étrangers pour annoncer qu'après une telle défaite, la chute de Moscou et l'effondrement de la résistance soviétique étaient imminents, le moral du peuple allemand a été remonté et des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles les soldats seraient bans de retour avant Noël. Cependant, le 7 octobre, un nouvel ennemi a montré son visage aux Allemands, la Rasputissa. La première neige est tombée et a rapidement fondu sur le sol, transformant les routes non pavées de l'Union soviétique en véritables mers de boue, embourbant véhicules et animaux et nuisant gravement aux opérations militaires. Zhukov a été appelé de Leningrad et placé à la tête des défenses de Moscou. Et le 12, il a ordonné la concentration de toutes les forces disponibles sur la ligne de Mojaïsk, un réseau de fortifications rapidement construit au cours des semaines précédentes. Mais après les désastres de Briansk et de Vyazma, Zhukov devrait reconstruire tout le front de l'Ouest à partir de zéro. Seulement 90 000 soldats occupaient à la ligne quand la Wehrmacht attaqua le lendemain. En 24 heures, la prise de Kalinin au nord et Kalouga au sud de Moscou a déclenché une alerte d'encerclement au Kremlin. Le 15 octobre, Staline a ordonné l'évacuation du Parti communiste, des délégations diplomatiques et des institutions culturelles vers Kuibychev. Située à 1000 km à l'est de Moscou, l'évacuation a provoqué la panique parmi les moscovites, qui ont envahi les trains et congestionné le réseau routier de la ville. Avec les banques fermées, de nombreux travailleurs se sont retrouvés sans salaire et les cas de pillage se sont multipliés dans toute la capitale. Le 19, la loi martiale a été instaurée à Moscou, et le commissariat du peuple aux affaires intérieures a exécuté sur le champ toute personne surprise à troubler l'ordre public. Ce n'est qu'après cette répression, et après que Staline ait publiquement déclaré qu'il resterait à Moscou, que la population a été apaisée, tandis que la ville elle-même était transformée en forteresse. 250 000 femmes et adolescents ont travaillé à creuser des tranchées et des fossés anti-chars autour de Moscou, déplaçant 3 millions de mètres cubes de terre sans aucune aide mécanique. Le parc industriel de la capitale a été entièrement converti pour l'industrie de guerre. Ce mois-là, la ville a subi une série d'attaques aériennes de la Luftwaffe qui, malgré leur intensité, ont causé peu de dégâts, grâce à l'énorme quantité d'armes anti-aériennes déployées sur place, ainsi que la réaction rapide des brigades de pompiers. Avec sa situation logistique dans un état critique, Bock a tout misé sur l'attaque contre Moscou, attaquant toute la ligne défensive ennemie. Après des combats intenses et coûteux, Mojaïsk est tombé le 18 octobre, Narofominsk le 21 et Volokolamsk le 27, forçant Zhukov à rassembler ses forces sur la rive orientale de la rivière Nara.
Guderian a avancé avec une relative facilité vers Toula, mais en atteignant les abords de la ville, le 26 octobre, son avance a été bloquée par une contre-attaque de 3 armées soviétiques, avec un hiver rigoureux qui s'annonçait à l'horizon et ses avant-gardes embourbées dans la boue de la Rasputitsa. Le haut commandement allemand a ordonné l'arrêt général de ses offensives le 31 octobre pour tenter d'alléger ses problèmes de ravitaillement en attendant que le sol durcisse sous l'effet du gel. Ce même jour, pour remonter le moral de la population de la ville et de toute l'Union soviétique, Staline a ordonné la tenue du traditionnel défilé commémorant l'anniversaire de la révolution bolchevique, le 7 novembre, sur la place Rouge. Même si la ville était sous attaque ennemie constante. Comme il n'y avait pas d'unité militaire stationnée à l'intérieur de Moscou, de nouvelles ont dû être créées pour participer à l'événement. Et les militaires n'ont eu que quelques jours pour répéter la marche en ordre, sans même être informés du véritable but des exercices. Le défilé devait initialement être commandé par le général Zhukov, mais celui-ci n'a pas pu quitter son poste de commandement dans la défense de la capitale. Et alors, le maréchal Boudiani a reçu la mission, choisissant lui-même plusieurs des chansons qui seraient interprétées par l'orchestre de 200 musiciens de la division Dzerzhinsky, du commissariat du peuple aux affaires intérieures, sous la direction du chef d'orchestre Vassili Agapkina. Une prévision météorologique complète pour demain, le 7, n'a pas pu être obtenue, car les stations météorologiques à l'ouest de Moscou étaient aux mains de l'ennemi. Un groupe de météorologues a prévu de la neige et un ciel bas pour cette date, indiquant que la Luftwaffe ne pourrait pas attaquer la ville. Même ainsi, par précaution, l'armée de l'air soviétique a bombardé les aérodromes allemands, le 5. En plus de l'infanterie, 160 chars participeraient au défilé, parmi lesquels un bataillon de Klim Vorochilov. Un, sorti directement de l'usine, dont la présence avait été exigée par Staline, qui avait également ordonné que les étoiles rouges des tours du Kremlin, éteintes depuis le début de l'invasion, soient allumées spécialement pour le défilé. À 5 heures du matin, le 7 novembre, sous une température glaciale, les troupes et les invités, y compris plusieurs correspondants de la presse étrangère, furent conduits sur la place Rouge. Et, à 8 heures, la voix de Staline retentit dans les haut-parleurs. Camarades, hommes de l'armée et de la marine, commandants et commissaires, partisans et partisanes, le monde entier vous regarde comme la force aérienne capable de détruire les hordes d'envahisseurs allemands. Les peuples asservis d'Europe vous regardent comme leurs libérateurs. Une grande mission de libération vous incombe. Soyez dignes de cette mission. Mort aux envahisseurs allemands, longue vie à la glorieuse mère patrie, à sa liberté et à son indépendance, sous la bannière de Lénine, en avant, vers la victoire. Ensuite, 28 000 soldats ont défilé devant Staline, postés au mausolée de Lénine, à côté du mur rouge du Kremlin. Le monde entier a suivi l'événement en direct à la radio, comprenant qu'à ce moment-là, l'Union soviétique montrait sa détermination face à un ennemi qui avait déferlé de manière dévastatrice sur son territoire et qui menaçait maintenant de prendre sa propre capitale. Un affrontement décisif aurait lieu dans les semaines suivantes et, avec la tension à son comble, une fois de plus, le monde entier retiendrait son souffle. Par un après-midi d'été ensoleillé dans les rues de Tokyo, le 25 août 1941, deux hommes marchaient dans des rues différentes, se mêlant naturellement à la population locale, tous deux se dirigeant vers la même adresse. L'un de ces hommes était Hotsumi Ozaki, journaliste réputé et conseiller proche du premier ministre japonais Fuminaro Konoe, ainsi que l'un de ses plus proches confidents. L'autre était un étranger, un correspondant de la presse allemande nommé Richard Sorge, membre notoire du parti nazi et figure fréquemment présente aux réceptions de l'ambassade d'Allemagne. Au cours de ses 8 années de résidence au Japon, Richard Sorge était devenu un confident des attachés militaires et des diplomates allemands à Tokyo, en particulier de l'ambassadeur, le général Eugen Ott, qui partageait constamment avec lui des informations contenues dans des communications secrètes avec Berlin. Expert pour obtenir les secrets des autres, Richard Sorge gardait pour lui un secret dangereux qui faisait de sa vie une course constante contre le désastre. Il était un agent du renseignement soviétique. Cet après-midi-là, Richard Sorge rencontra discrètement Ozaki, qui lui raconta le résultat de sa réunion la plus récente avec le Premier ministre.
Conscient de l'importance des informations qu'il détenait, Richard Sorge rentra chez lui et prépara une communication à destination de Moscou. Ozaki a réussi à apprendre du Premier ministre Konoe que le haut commandement japonais avait récemment discuté de la question de savoir s'il fallait ou non entrer en guerre contre l'Union soviétique. Ils ont décidé qu'ils n'attaqueraient pas cette année. Je répète, le Japon n'attaquera pas l'Union soviétique cette année. L'information est parvenue qu'au Kremlin, justement au moment où le groupe d'armées centre de la Wehrmacht avait arrêté son avance vers la capitale, détournant ses groupes de panzer pour éliminer la menace sur ses flancs. Et, le 14 septembre, Sorge a complété son message précédent en informant que le Japon n'envisagerait d'attaquer l'Union soviétique que si Moscou tombait. Avec ces informations en main, Joseph Staline a finalement décidé qu'il pouvait faire venir de l'extrême-orient soviétique le contingent qu'il y maintenait pour faire face en urgence à une invasion japonaise. Composé de 18 divisions d'infanterie, de 1700 chars et de 1500 avions, renforçant ainsi la force de réserve de Zhukov pour contrer la future offensive allemande contre Moscou. Alors que les réserves soviétiques augmentaient à l'arrière, la situation allemande évoluait dans la direction opposée. Leur puissante avancée vers l'Est avait étiré de façon insoutenable leurs lignes de ravitaillement et maintenant, leur nombre limité de camions tentait inlassablement de faire face à la situation. Pour acheminer vers le front des hommes et du matériel si urgemment nécessaire, mais ils ne parvenaient à livrer qu'une fraction de la quantité requise. Pour aggraver la situation, les chemins de fer soviétiques utilisaient un écartement différent, plus large que la norme européenne, forçant les Allemands à réadapter chaque mètre de voie ferrée pour leur propre usage. Cela a fortement limité l'usage des trains sur le front de l'Est en 1941. Cette situation calamiteuse a transformé le dernier trimestre de l'année en une course désespérée de l'armée allemande pour porter un coup fatal aux soviétiques, en étendant leurs offensives bien au-delà du point où ils pouvaient les maintenir en toute sécurité. Après avoir encerclé Leningrad en septembre, le maréchal Laïb a tourné son attention vers l'établissement d'un siège encore plus vaste. En prenant toute la rive sud du lac Ladoga et en rejoignant les Finlandais qui avaient pris la Carélie orientale pour éloigner définitivement l'armée rouge des abords de la ville, l'éloigner. Le 19 octobre, le 39e corps de Panzer a lancé son offensive, traversant la rivière Volkhov et avançant vers l'important carrefour routier de Tikhvine, qui était également un important producteur de bauxite, s'emparant de la ville le 8 novembre. Cependant, les avancées au nord de ce point ont été bloquées par la résistance soviétique et le manque de réserve. Et le 9 décembre, une contre-attaque de l'armée rouge a repris Tikhvine, puis a repoussé les avant-gardes allemandes jusqu'à la ligne de la rivière Volkhov. Cela a permis de ravitailler Leningrad pendant tout cet hiver grâce à une route construite sur la glace du lac Ladoga, qui est devenue connue sous le nom de route de la vie, dans le sud de la ligne de front. Le groupe d'armées d'entraînement du maréchal Rundstedt avançait lentement le long de la côte de la mer d'Azov, avec la première armée blindée déjà épuisée en tête de l'avancée vers Rostov, la ville qui contrôlait l'accès aux champs pétrolifères du Caucase. Le 17 octobre, les Panzers ont traversé la rivière Milz et la première division Leibstandart SS, commandée par Sepp Dietrich, a conquis Taganrog, sur sa rive orientale. Les Russes ont réussi à échapper à la capture et se sont repliés vers l'est, poursuivis par les chars de Kleist qui, à ce stade, se sont retrouvés embourbés dans la boue de la Rasputitsa, ce qui a sérieusement retardé leur avancée. Ce n'est qu'un mois plus tard, en novembre, que les Russes, durement touchés, Les avant-gardes allemandes ont atteint Rostov et, après de durs combats urbains de 4 jours, ont conquis la ville. Le 21, avec la Leibstandart, ils y ont capturé 10 000 prisonniers. Cependant, percevant la position fragile des Allemands, moins d'une semaine plus tard, le 27 novembre, la 37e armée soviétique du général Anton Lopatin contre-attaque par le nord le flanc gauche découvert de Kleist, avec pour objectif d'atteindre le littoral et d'encercler toute la première armée blindée. Percevant la situation désespérée dans laquelle se trouvait son avant-garde, Rundstedt autorisa Kleist à abandonner Rostov, ce qui rendit Hitler furieux de sa décision. Le Führer ordonna une contre-attaque immédiate, mais lorsque Rundstedt refusa, Hitler le démit du commandement du groupe d'armées sud, le remplaçant par Walter von Reichenau.
Mais en analysant la situation, Reichenau comprit que Rundstedt avait raison et réussit à persuader Hitler d'autoriser une retraite. Jusqu'à la ligne de la Meuse, tout le secteur sud s'est stabilisé avec l'arrivée de l'hiver. Dans le secteur central du front, durant la première quinzaine de novembre, avec ses chars immobilisés par la boue, le maréchal Bock contempla l'horizon à l'est avec un sentiment croissant de mauvais présage. Ces lignes de ravitaillement réduisaient la quantité de matériel disponible et la fatigue se faisait nettement sentir parmi ses troupes. Bock savait cependant que les soviétiques recevaient d'importantes réserves et que leur position défensive était désormais probablement bien plus solide qu'elle ne l'avait jamais été. Mais il n'imaginait pas qu'ils auraient après la force de monter une résistance décisive capable d'arrêter l'offensive allemande dans son élan. Au début du mois de novembre, les lignes défensives de Djoukov avaient été considérablement fortifiées, comptant désormais 3 couches concentriques protégeant Moscou. Et ces armées ont commencé pour la première fois à maintenir une force de réserve à l'arrière avec de l'infanterie, de l'artillerie et du génie prêtes à bloquer toute percée des blindés allemands. Mais tous ces avantages étaient secondaires par rapport aux plus importants d'entre eux. Les officiers soviétiques, des entes désormais expérimentés, connaissaient dans les tactiques employées par la Wehrmacht et savaient comment y réagir. Ce facteur ferait toute la différence dans les jours suivants. La deuxième semaine de novembre, Bock sentit que le sol commençait à se raffermir et que la mer de boue se transformait en une prairie gelée. Il décida alors qu'il était temps d'agir. Comptant sur 51 divisions pour l'attaque, son plan consistait à encercler Moscou en utilisant pour la pince nord le 3e et le 4e groupe Panzer et, par le sud, le 2e. En maintenant les troupes soviétiques encerclées au centre avec une attaque frontale de la 4e armée du général Günther von Kluge. Les 2 pinces blindées devaient se rejoindre à Nogansk, à l'est de la ville, refermant ainsi l'encerclement autour de la capitale. Le 15 novembre, les Panzers ont lancé leur offensive contre Moscou. Partant de leur base autour de Kalinin, le 3e groupe Panzer, désormais commandé par le général Georg Hans Reinhardt, a avancé le long de la route pour capturer Klin, le prochain carrefour sur le chemin de la capitale. Contournant le réservoir de la Volga par l'ouest, Reinhardt s'est soudainement tourné vers le sud-est, en direction de Moscou, utilisant le canal pour couvrir son flanc gauche, s'approchant de Klin et submergeant les défenses autour de la ville Levint. En tête de l'avance, la légendaire 7e division Panzer commandée par le général Hans Freiherr von Felsen. Et en son sein se trouvait le 6e régiment d'infanterie motorisé commandé par un petit lieutenant-colonel nommé Hasso von Manteuffel. Au cours de son avance, Manteuffel prévoyait qu'à cette distance de Moscou, les soviétiques tenteraient partout pour l'arrêter. Il avertit ses soldats d'une rumeur curieuse qu'il avait entendue. Des chiens étaient utilisés par l'ennemi pour transporter des explosifs et détruire les chars allemands. Malgré l'incrédulité initiale des hommes, il ne fallut pas longtemps avant que des chiens commencent à apparaître, venant des positions soviétiques et soient abattus dès le premier signal d'alerte. L'opérateur radio du blindé de Manteuffel compta 42 chiens tués transportant des mines attachées à leur crâne, à leur corps, sur le chemin du régiment. Après avoir dépassé Klin, Manteuffel décida de ne pas attendre et poursuivit immédiatement vers l'est pour traverser le canal de Moscou, le dernier obstacle naturel sur la route de Noginsk. Son but final était de refermer l'encerclement. Il décida de tenter la traversée à Akroma, en capturant le pont de la localité et en établissant le contrôle de l'autre rive pour permettre le passage des chars. Pour cela, Manteuffel ordonna à ses véhicules de se cacher dans les bois à l'ouest de la ville. Et à 2 heures du matin, le 21 novembre, il envoya un détachement blindé en avant pour capturer le pont qui, étonnamment, fut pris sans combat. Cependant, en apercevant le mouvement ennemi, les soviétiques aux alentours commencèrent à réagir. Et Manteuffel dut renforcer sa fragile tête de pont sur la rive orientale, ainsi qu'assurer le contrôle d'Akroma. À 7 heures du matin, alors qu'il subissait encore le feu soviétique, il traversa le pont au-dessus du canal et fut surpris de voir intacte de l'autre côté une centrale hydroélectrique alimentant Moscou. Walter Lenfers, l'un des sergents qui accompagnaient Manteuffel, se souvint « Je participais à l'attaque contre le canal Volga-Moscou, près de Yakroma.
quand j'ai vu notre petit entrer dans la centrale électrique et couper l'électricité des moscovites. Il était toujours le premier à l'attaque et le dernier à la défense. Manteuffel a ensuite informé le quartier général de la prise du pont sur le canal et a immédiatement demandé de l'aide pour renforcer sa tête de pont. Mais la réponse qu'il reçut le laissa choqué. Il n'y avait aucune réserve, pas même un seul soldat qui pouvait être envoyé à son secours. Et du haut commandement vint l'ordre: Hasso von Manteuffel devait se replier de la tête de pont et faire sauter le pont ensuite. Avec un profond remords, il exécuta les ordres, voyant dans les décombres du pont la chance perdue d'encercler la capitale ennemie. La retraite eut un effet très mauvais et profond sur la troupe. Auparavant, on leur avait ordonné de capturer Moscou et maintenant ils recevaient l'ordre de battre en retraite. Quelques semaines plus tard, Manteuffel recevrait la croix de chevalier de la Croix de Fer pour ses actions à Yakroma. Dans le secteur de la route, les Allemands ont poursuivi leur avance vers le sud, capturant Salnakhnagorsk le 24 novembre et Istra le lendemain. Et le 30, les avant-gardes du 4e groupe Panzer d'Erich Epner ont pris Krasnaya Poliana à seulement 29 km de la place Rouge. De là, des officiers allemands ont affirmé avoir pu distinguer les sommets des tours du Kremlin et d'autres grands bâtiments de la ville à travers leurs puissantes jumelles de campagne. Pendant ce temps, sur la pince sud, Guderian a attaqué le 18 novembre, essayant d'abord de contourner Toula et son contingent de résistance déterminé. La fatigue de la 2e armée blindée, qui avait effectué les plus grandes manœuvres de toute l'opération Barbarossa depuis son premier jour, était déjà évidente. Et les chars parvenaient à peine à parcourir 10 km par jour, finissant par conquérir Stalinogorsk le 22 novembre. 4 jours plus tard, les avant-gardes de Guderian s'approchèrent près de Kachira, un grand carrefour routier au sud de la capitale. Mais le 27 novembre, ils subirent de plein fouet une contre-attaque soviétique qui bloqua complètement leur avancée, arrêtant ainsi la pince sud de l'offensive allemande contre Moscou. Avec le blocage des pinces et la possibilité d'encercler la ville devenant de plus en plus lointaine, le 1er décembre, Bock ordonna une attaque frontale par la 4e armée. Mais dépourvue de soutien blindé, la force allemande se heurta inutilement à la ligne soviétique renforcée, sans parvenir à progresser davantage. Le 2 décembre, une patrouille allemande atteignit Chimki, à seulement 20 km du Kremlin, marquant le point le plus proche que les Allemands atteindraient entre de Moscou. Le froid s'était installé de façon écrasante à ce moment-là, avec des températures descendant jusqu'à moins 40 degrés, immobilisant véhicules et hommes sur leur position. Bien qu'eux aussi affectés par les basses températures, les soviétiques disposaient d'une plus grande expérience dans le combat hivernal et bénéficiaient d'une infrastructure bien supérieure à ce moment-là. De l'autre côté de la ligne de front, le général Djoukov avait réussi à rassembler 1 100 000 hommes dans ses réserves, soumettant à Staline son plan d'une offensive pour éloigner le danger de Moscou. Désireux de soulager cette situation, Staline donna le feu vert. Le 5 décembre, le front de Kalinin, mené par le général Ivan Konev, attaqua soudain les fragiles positions allemandes au nord de la capitale. Le lendemain, les fronts ouest et sud-ouest attaquèrent également, prenant complètement par surprise un haut commandement allemand stupéfait. La contre-offensive soviétique était bien plus importante que tout ce qui avait été attendu. Et le 8, Adolf Hitler publia sa directive numéro 39, ordonnant à la Wehrmacht de passer sur la défensive sur l'ensemble du front. Les troupes allemandes, en première ligne, n'ont pas réussi à maintenir leur position initiale et battaient en retraite individuellement face aux soviétiques, les villes satellites de Moscou étant reprises par l'armée rouge dans les jours suivants. Le 14 décembre, Halder et Klug agirent sans les ordres de Hitler et ordonnèrent un repli limité de tout le front de bataille vers la rive ouest de la rivière Oka. Mais en apprenant cela, un Hitler furieux annula les ordres de repli et ordonna qu'aucun centimètre de terrain ne soit cédé. Les soldats allemands devaient donc résister à tout prix contre l'offensive rouge, empêchant la rupture du front. Face à de nombreuses protestations contre ces ordres, Hitler réagit en procédant à une série de renvois, retirant à Bock le commandement du groupe d'armées centre, et culminant
le 19 décembre avec le renvoi du commandant en chef de l'armée allemande, le maréchal Walter von Brochette, dont le poste fut ensuite assumé par Hitler lui-même. Konev a tenté à plusieurs reprises d'encercler le 3e groupe Panzer, mais les Allemands ont réussi à retirer leurs troupes à temps, même si cela leur a coûté cher. Il a fait une dernière tentative d'encerclement en contournant Ridgeff. Mais la résistance déterminée des Allemands dans cette saillie s'est révélée imbattable, consolidant le secteur qui resterait encore pendant 2 ans aux mains de la Wehrmacht. Zhukov a alors concentré ses forces au sud de la capitale, parvenant à lever le siège de Toula le 16 décembre, ayant également encerclé et détruit le flanc sud de Guderian. Et il a avancé pour conquérir Kalouga le 28 décembre. Les températures extrêmement basses ont paralysé la Luftwaffe dans la seconde moitié de décembre. Mais l'armée de l'air soviétique, opérant à partir de bases bien meilleures, a réussi à rester dans les airs et à fournir un soutien rapproché à l'offensive terrestre. Adolf Hitler a ordonné un renfort aérien immédiat pour le front de Moscou dans l'espoir de sauver encore la situation. 102 avions de transport Junkers Ju-52 ont été mobilisés pour acheminer en urgence des fournitures vers la ligne de front, évitant ainsi son effondrement total. Lorsque le temps s'est dégagé, le 4 janvier 1942, les Messerschmitt ont décollé et ont commencé à repousser les avions soviétiques de la ligne de front, rendant la poursuite de l'attaque ennemie plus difficile. Avec ses réserves au maximum, Zhukov a ordonné l'arrêt de son offensive le 7 janvier, bien que Staline ait insisté pour qu'elle se poursuive. L'armée rouge était alors épuisée, mais elle avait chassé les Allemands des environs de Moscou, les repoussant de 100 à 250 km loin de leur capitale, écartant ainsi le danger immédiat de sa capture. Ce fut un effort herculéen couronné de succès, mais obtenu au prix de grandes difficultés. Mais cela avait prouvé aux Allemands qu'il n'y aurait aucune issue rapide ou facile à la guerre à l'Est. À partir de ce moment-là, les deux puissances essaieraient de reprendre leur souffle, et la rapidité ainsi que l'intensité de cette récupération détermineraient qui sortirait vainqueur. Alors que l'Union soviétique avait déplacé son parc industriel vers les régions rurales éloignées et voyait un flux croissant de fournitures étrangères de franchir ses frontières, le Troisième Reich se trouvait maintenant dans une position dangereuse, diamétralement opposée à celle d'un an auparavant. De maîtresse absolue de l'Europe, au début de 1941, l'Allemagne avait maintenant, avec l'Empire britannique, un ennemi encouragé. Un gigantesque conflit sans issue claire contre l'Union soviétique, et elle se trouvait également en guerre contre les États-Unis. La plus grande invasion militaire de l'histoire avait abouti à une impasse douloureuse, avec des millions de morts couvrant la ligne de front et un génocide dévastateur à l'arrière, établissant le modèle de ce que le monde allait voir dans les années à venir. L'opération Barbarossa a ouvert la voie sanglante à la course mortelle de destruction entre les deux forces du totalitarisme. Vous avez aimé notre histoire ? Si vous aimez le travail de la salle de guerre et que vous souhaitez collaborer, vous pouvez le faire en nous envoyant un don via Pix ou en nous soutenant sur Apoyacé. De cette façon, vous rejoindrez notre groupe Very Important, personne WhatsApp, et vous pourrez définir les prochains sujets avec moi. Je remercie tous ceux qui nous aident, surtout ces camarades exceptionnels ici présents. En attendant, regarde ces vidéos que j'ai sélectionnées pour toi, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne pas manquer les notifications. Quand je publierai d'autres vidéos, je m'arrêterai ici. Je te remercie encore pour ton audience et je t'envoie une grosse accolade de la salle de guerre.